Wallace et Gromit, Chicken Run ou encore Shaun le Mouton investissent le musée Art Ludique le temps d'une exposition inédite Hardman, l'art qui prend forme. Réalisée par le musée en étroite collaboration avec les créateurs et les réalisateurs oscarisés du célèbre studio anglais, cette rétrospective spectaculaire réunit plus de 350 dessins de concept, des extraits, des maquettes, des décors authentiques et des personnages emblématiques de l'œuvre d'Hardman, mis en lumière par les artistes eux-mêmes. Un véritable travail d'orfèvre devant lequel on est resté admiratif, tout comme Jean-Jacques Launier, le directeur du musée, qui revient pour nous sur la genèse du studio. Les studios Hardman, ils ont une histoire assez magique, puisque la genèse, c'est deux jeunes lycéens de 13 ans environ, Dave Sproxton et Peter Lord, qui se connaissaient, qui étaient copains, qui allaient à l'école et qui avaient envie de faire de l'animation et qui étaient très créatifs. Et puis un jour, leur père a réussi à leur trouver une caméra, ils ont commencé à faire des petits films d'animation et assez tôt, ils ont réussi à faire un petit film d'animation qu'ils ont vendu à la BBC pour 15 livres, c'était très peu d'argent. Et c'était un petit super-héros qui se promenait comme ça avec une cape qui était assez rigolo. Et son nom, c'était Hardman, à cause de l'animal qui s'appelle l'Aardvark, qui est un animal improbable qui vit en Nouvelle-Zélande, et de Superman, évidemment. Donc ça les faisait marrer, le nom de l'animal les faisait marrer. Ce personnage a donné son nom au studio qui est devenu la référence en matière de stop motion. Qu'on appelle la stop motion, le mouvement arrêté. C'est vrai que c'est très intéressant parce que ça se rapproche évidemment de la sculpture. C'est principalement en pâte à modeler à l'origine. Et c'est vrai que ces personnages que l'on voit à l'écran sont tous animés, ils sont reproduits et sculptés. On voit d'abord dans l'expo qu'ils sont crayonnés, imaginés, puis sculptés. Et effectivement, sur des décors comme on le voit derrière moi, il y a des grands décors qui sont construits. Et là aussi, ce sont des décors qui sont fabriqués tous à la main avec des artistes incroyables et des orfèvres fabuleux. Et les personnages sont animés image par image. C'est-à-dire que le bras va bouger de façon infime et on filme une image. On bouge encore de façon infime, on en refilme une seconde, et c'est vrai qu'en même temps, il y a les yeux, et puis s'il y a 10 personnes à l'écran, 10 personnages, il faut bouger les 10 personnages, ce qui fait qu'en tournage, d'une certaine façon, il faut environ toute une journée de tournage pour arriver à 1 seconde de film. Et quand on va dans leur studio, c'est un immense hangar, un vrai studio de cinéma, et il y a environ une dizaine de décors comme ça, dans lequel le réalisateur passe de décor en décor, et donc chaque artiste est en train de travailler et d'animer. Donc je disais qu'il fallait une journée entière pour faire 1 seconde d'image. Du coup, vu qu'il y a 10 décors en même temps, ils arrivent à faire 10 à 15 secondes de film par jour. Ce qu'on connaît peu et ce qu'on découvre dans l'expo, c'est la richesse, le délire, la créativité de ce studio anglais. Ils ont ce côté rock anglais et c'est vrai qu'ils ont travaillé sur beaucoup de clips vidéo, le fameux clip Sledgehammer de Peter Gabriel, des clips pour Pink Floyd. Ils ont fait vraiment beaucoup de choses musicales. Ils ont fait énormément de courts-métrages. Ils ont un court-métrage légendaire qui s'appelle Creature Comfort. En français, c'est l'avis des animaux, puisqu'on demande son avis aux animaux. Et c'est vrai que c'est un sujet très important, qui est un de leurs premiers courts-métrages, puisqu'on interviewe des animaux dans un zoo et on les voit derrière leur barrière, derrière leur grille. Et en fait, les vraies interviews sont faites avec des gens normaux à qui on a posé des questions dans des hospices, dans des hôpitaux, des gens un peu à la retraite, des gens un peu malheureux. Et en fait, l'idée, c'est de faire répondre les animaux comme les humains ont répondu. Donc, on voit une tortue qui dit je m'ennuie un peu, j'essaye de lire dans la journée, mais je ne sais pas trop quoi faire. Et le rapport entre la condition animale et la condition humaine est vraiment au cœur de l'art du studio Hardman. On va le retrouver évidemment avec Wallace et Gromit qui intervertissent un peu les rôles de l'humain et du chien, mais bien sûr avec Chicken Run où on voit finalement les camps dans lesquels sont parqués les poulets qui ressemblent beaucoup à des camps de concentration. Donc c'est vraiment un propos qui revient de façon constante dans l'œuvre de Hardman. À l'instar un peu d'un Miyazaki qu'on a eu la chance d'exposer récemment, c'est vrai que ces artistes-là se servent aussi de leurs racines culturelles pour communiquer au monde entier. Et je pense que ça, c'est vraiment le propre des grands artistes de génie. Quand on voit un film de Miyazaki, finalement, on s'identifie assez facilement. On ne voit pas une petite fille japonaise en regardant Chihiro. C'est universel. Et c'est vrai que de la même façon, les gens de Hardman qui sont très anglais, très british, et leur studio est niché à Bristol, au milieu de la pampa, dans les herbes, où il pleut tout le temps. C'est vrai qu'ils sont anglais jusqu'au bout des ongles, et en même temps, c'est universel. Voilà, ces Gromit, même si ils ont des racines, et quand on connaît un peu l'Angleterre, on voit plein de clins d'œil, je pense que ça parle à tout le monde, et ça parle aux enfants comme aux adultes.
D'une hauteur de 5 mètres, le fameux Galion des Pirates est la pièce de l'exposition la plus spectaculaire du musée. Elle témoigne de l'audace du studio. Il s'agit du galion du film Pirate, bon à rien, mauvais en tout, et c'est vrai que c'est une œuvre magistrale. Elle fait 5 mètres de haut, elle est composée de 45 000 pièces assemblées ensemble. Il est très mobile parce que ils ont la magie de l'animation. C'est vraiment des artistes qui, depuis les années 80, animent un peu tous les supports, toutes les tailles, tous les formats. Ils ont fait le plus petit film de stop motion au monde avec un personnage qui fait 9 mm de haut. C'est incroyable, on le voit dans l'expo. Et le plus grand avec un vrai bateau animé sur une plage, sur une superficie de 3 terrains de foot. Donc ils ont une espèce de dextérité et ce sont des artistes qui adorent les challenges et les défis. Donc jouer avec un tel décor de film, pour eux, c'était un délice. Parmi ces nombreux décors, celui du mystère du lapin-garou démontre à quel point les studios ont le sens du détail. Ce qui est génial dans ce décor, c'est de voir à quel point il y a cette espèce de magie créative et, je dirais d'une certaine façon, de sculpteur. Parce que, évidemment, aucun des fruits, aucun des carottes, des salades n'est le même. On a l'impression qu'il y a un peu de moisie déjà, on a l'impression qu'il faut vite les arroser parce qu'elles sont en train de tourner. Enfin, il y a vraiment une richesse artistique et créative qui est tellement intense que quand on fait une photo ou quand on fait un cadre, on n'a plus l'idée d'échelle. Si on n'a pas quelqu'un devant ou quelque chose à mettre en perspective, on est perdu tellement la virtuosité du décor la rend réaliste. Et tout le parcours de l'exposition est un parcours créatif et artistique. On montre à quel point l'idée finalement prend forme avec le dessin prend forme avec la sculpture et la sculpture prend forme avec la lumière. C'est vrai que c'est un parcours très intéressant sur un public jeune ou moins jeune, de passionnés de dessin et de lumière et de cinéma. Je crois que c'est vraiment une exposition très référente parce que c'est très rare finalement de voir plus d'une 50aine de vrais décors de films.